Alors vous avez peut-être été surpris de m'entendre citer l'époque mérovingienne comme âge de l'amitié. En effet, l'image que nous avons de cette période, si tant est que nous en ayons une image, est celle d'une époque de bruit, de fureur, voire de sauvagerie, sauvagerie extrême, d'inculture également. Aucun siècle de notre histoire n'est aussi pauvre en témoignages écrits que le 7e siècle. Les barbares germaniques ont déferlé sur l'Empire romain, se le sont partagés, anéantissant, à part l'Église, à peu près toutes les structures sociales qu'ils fondaient, notamment les structures scolaires, et les ont remplacées par le principe, en somme, des querelles de clans. C'est ce que raconte, en termes extrêmement hauts en couleur, l'historien gaulois, mérovingien, Grégoire de Tours, dont je vous encourage au moins à lire des extraits si vous ne l'avez pas déjà fait. Il en existe de bonnes traductions françaises et quantité d'épisodes à la fois pittoresques et violents, amusants aussi parfois, dans cet historien, dans l'œuvre de cet historien. Dans ce paysage social apparemment dévasté et anarchique, il y a pourtant un homme qui prône un idéal d'harmonie et d'humanité dans les relations politiques, aussi bien que dans les relations entre les personnes. Et cet idéal, il lui donne un nom, le nom de Dulcedo, la douceur. La douceur mérovingienne, voilà une alliance de mots un petit peu inattendue. Alors, l'auteur dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, on dira pour faire bref, Venance Fortuna ou encore Fortuna tout court. Donc, l'homme de la Dulcedo mérovingienne. Alors, ce Fortuna est né entre 530 et 540 dans une famille aristocratique d'Italie du Nord, ici très exactement. Il fait de brillantes études classiques dans la ville ou à l'école de Ravenne, qui reste à l'époque une grande capitale impériale, une capitale des empereurs, la capitale des empereurs byzantins en Italie. Et grâce à cette culture qu'il acquiert là, Fortuna devient sûrement le plus fin lettré de son temps. Il part en 565 vers la Gaule, sous prétexte de faire un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin de Tours, à Tours, donc qui est un des grands sanctuaires de l'époque, des plus importants sanctuaires de l'époque, peut-être aussi chargé de missions diplomatiques par l'empereur d'Orient auprès des royaumes francs. Et au cours de ses pérégrinations en Gaule, il passe en 567 dans la ville de Poitiers, où il va se fixer pour 20 ans. C'est qu'il a fait la rencontre, il est tombé sous le charme d'une femme exceptionnelle, Radgonde. Alors Radgonde, qui à l'époque, en 567, a l'âge vénérable pour l'époque de 47 ans, Radgonde est une reine. Une princesse originaire de Thuringe, donc d'Europe de l'Est, qui a été enlevée à sa famille et mariée de force à un des fils de Clovis, le roi Clotaire. Après avoir supporté une dizaine d'années cet époux infidèle et brutal, elle le quitte et fonde dans des domaines qu'elle possède à Poitiers une communauté monastique de femmes. Elle y mène une vie de sainteté, de pénitence extrêmement austère, mais elle continue en même temps d'incarner une figure de la sagesse politique, dans la mesure où elle joue aussi le rôle de conseillère très écoutée des évêques de la région, et même de ses divers parents, beaux-frères, neveux, etc., tous ces roitelets mérovingiens qui se disputent des territoires. Donc une forte femme, à la personnalité exceptionnelle, qui fascine assez Venance Fortuna pour qu'il se fixe dans son voisinage, et il va y rester jusqu'à la mort de Radgonde, survenue en 587, ainsi que, survenue presque en même temps, la mort de la jeune abbesse du monastère qui s'appelle Agnès, une protégée de Radgonde. Il reprend alors ses voyages et reviendra à Poitiers pour y être élu évêque en 599 et mourir peu après. Alors Venance Fortuna est surtout célèbre pour une œuvre littéraire abondante et variée, la plus riche des siècles mérovingiens avec celle de Grégoire de Tours, mais au contraire de Grégoire de Tours, d'un goût extrêmement classique et traditionnel.
Donc il a écrit un certain nombre de vies de saints en prose et en vers, dont celle de Radegonde, et surtout un recueil important de poèmes répartis en 11 livres. Les 8 premiers livres ont été publiés en 2 tomes dans la collection que vous connaissez bien des universités de France, la collection Budet, avec une traduction très jolie de M. Redley, Marc Redley. À part quelques très belles hymnes religieuses, qu'on chantait d'ailleurs encore à l'office il y a quelques décennies, dans le monde catholique en tout cas, il s'agit pour l'essentiel, pour ces poésies, de pièces, de ce qu'on appelle de pièces de circonstances. La vraie poésie dit Goethe, Gedicht, poésie de circonstances. Des épithalams pour les noces de tel ou tel roi, des petits billets amicaux adressés en vers, donc à des grands personnages laïcs et ecclésiastiques pour remercier d'un bon souper, pour accompagner l'envoi d'un livre, etc., etc. Enfin, lisez les traductions, les jolies traductions de Redley dans son édition. Donc, à travers ce réseau de correspondants, on a l'impression que Fortunat est en relation avec tout le gratin, si je puis dire, cultivé de son époque, les ducs, mais aussi bien les évêques. Alors, il y a quelque chose d'élégant, de futile dans cette poésie qui détonne par rapport à la rudesse de l'époque, quelque chose aussi d'un peu maniéré, parfois emphatique, mais elle n'est jamais basse ni monotone. Fortunat est un vrai poète qui a le sens de la musique des mots, de la justesse des images, et une authentique sensibilité. Alors, si je l'évoque aujourd'hui, c'est que, au fond, ce qui constitue à peu près le dénominateur commun de toutes ces pièces raffinées, c'est le sens de l'amitié. Le sens de l'amitié qu'il exprime certes souvent à travers un certain nombre de lieux communs, hérités de toutes ces traditions antiques que j'ai évoquées au cours de nos précédentes leçons, mais des lieux communs qui sonnent juste, pas seulement d'ailleurs uniquement des lieux communs. En somme, au fil de ces poèmes, on va voir se décliner le thème de l'amitié à peu près sous tous ses aspects. Je me propose donc aujourd'hui de vous en fournir un petit florilège qui illustrera successivement ce que j'appellerai les 4 degrés de l'amitié, n'est-ce pas? Où nous verrons qu'au XIIe siècle, on parle des 4 degrés de l'amour. Eh bien, par analogie, je parlerai des 4 degrés de l'amitié, à savoir, premièrement, l'amitié comme tendresse, deuxièmement, l'amitié comme échange, troisièmement, l'amitié comme désir, et enfin, l'amitié comme lumière. Alors, j'accrocherai ma réflexion, je vous l'ai dit, aux commentaires de quelques textes. Je vous fais circuler une première page. Donc, j'évoquerai tout d'abord le contenu et une deuxième. Voilà. Alors, à propos du premier thème, l'amitié tendresse, un petit poème adressé sur un ton à la fois badin et respectueux à la vieille Radegonde, dont la santé est délabrée par l'excès de ses jeûnes et de ses mortifications. Donc un petit poème pour la convaincre de se soigner. Alors malheureusement là, pour le livre 11, on n'a pas encore de traduction française. Je vous en donne donc une de mon cru. C'est le texte qui se situe au milieu de la première page, le deuxième poème de la première page, le poème 11.4. Si l'affection et l'amour pur exaucent le suppliant, favorise de tes bienfaits aux généreuses tes compagnons. Fortunat, qui tient la plume, ainsi qu'Agnès, Agnès donc c'est la jeune abbesse, t'en prie dans leur vers, tu es trop fatigué, bois le vin qui réconforte. Qu'ainsi le Seigneur t'accorde tout ce que tu lui auras demandé, et que nous qui t'implorons, nous vivions pour toi comme tu l'aimes. Tous deux nous prions et supplions, si nous ne sommes importuns, réconforte, mère généreuse, tes 2 enfants. Ce n'est pas la gourmandise, mais une bonne raison qui doit te pousser à boire du vin. Ce breuvage réconforte les intérieurs malades. C'est ainsi que Paul, l'incomparable clairon des gentils, l'apôtre Paul, enjoint à Timothée, donc son disciple dans une de ses épîtres, enjoint à Timothée de
boire du vin pour se soigner l'estomac. Effectivement, dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 23, on a ceci de la part de saint Paul. Alors je pense que vous aurez goûté la délicatesse de cette adjuration, compte tenu de ce qu'on lit dans la vie en prose de sainte Radegonde, composée par Fortunat, sur le régime alimentaire de la sainte, et régime alimentaire épouvantable. Cette potion, assurément, ne pouvait pas lui faire de mal, même si elle ne faisait pas de bien, en tout cas, ça ne pouvait pas lui faire de mal. Donc une marque de sollicitude et d'affection fidèle, assez touchante, et non dépourvue d'humour, vu l'appel à l'argument d'autorité qu'il conclut. Si au moins tu ne veux pas écouter tes amis, écoute le plus grand des saints, saint Paul. Donc à travers si vous voulez, la légèreté du propos, on sent quand même, je crois, une vraie tendresse. Cette lecture nous fournit l'occasion de signaler que la nourriture fournit à Venance Fortunat un thème inépuisable dans ses relations avec ses 12 amis du couvent de Poitiers, de Sainte-Croix de Poitiers. Dans le seul livre 11, par exemple, on trouve, à part le poème que j'ai déjà lu et celui qu'on va lire dans un instant, un poème, le numéro 13, où Fortunat remercie pour des châtaignes qu'on lui a envoyées. Poème 15, c'est du lait qui a été envoyé par les nonnes. Chapitre 18 des prunes, poème 18 des prunes, poème 20 des œufs, sans compter le poème numéro 14, que j'aurais pu aussi vous distribuer, et qui est une rêverie à la limite de la sensualité sur l'empreinte de son pouce que la tendre et jeune Agnès a laissée sur la crème au lait, espèce d'entremets qu'elle a confectionné à l'intention de Fortunat. Alors, dans ces eulogies, je crois que c'est le terme technique pour désigner ce genre de remerciements, il n'y a rien d'apprêté. D'ailleurs, Fortunat n'avait pas l'intention, n'avait pas prévu de publier le livre 11, à la différence des autres livres. Ce sont ses amis qui s'en sont chargés après sa mort. Donc, si vous voulez, des croquis assez délicats d'une vie quotidienne faite de petits riens, un peu, voilà, mutatis mutandis, bien sûr, un peu comme les vers d'album de Mallarmé, où un petit cadeau vaut un petit poème. Ce qui m'amène à mon deuxième thème, l'amitié comme échange. Alors, je partirai, là encore, d'un poème adressé à Radegonde, et toujours sur le thème de la nourriture, mais cette fois-ci dans un registre bouffon. C'est le poème 11-9, je crois, enfin celui qui est au bas de la première page. Je vous en donne une ébauche de traduction. Ton affection inquiète exige sans cesse de connaître quel réconfort j'ai tiré des mets que tu m'as offerts. L'entrée copieuse du repas d'aujourd'hui, ce furent les légumes nappés de miel que vous m'avez donnés. Ce plat, dont la seule odeur pouvait me rassasier, est revenu non pas une fois ou deux, mais 3 et 4, et à toute vitesse. Un seul valet n'a pas suffi à faire face à tant de services. Ceux-ci, ces services, ont épuisé les pas qui revenaient si souvent. Par-dessus le marché, voici qu'arrive la cime altière d'une montagne de viande, avec des collines élevées tout autour, environnées des délices que fournissent la terre et l'onde, donc sans doute encore des légumes et des poissons. Si l'on additionne tous ces mets, il y avait là tout un jardin. Dans ma gloutonnerie avide, je viens à bout de tout cela, et la montagne et le jardin pèsent maintenant sur le ventre qui les tient prisonnières. Je passe les détails, car tes présents m'ont vaincu. Envole-toi en victorieuse vers les cieux et par-delà les étoiles. Alors, c'est pas une telle poésie de la mangeaille, je ne sais pas si l'on en trouve l'équivalent avant l'acte 4 du Cyrano d'Edmond Rostand, magnifique à cet égard. Mais par-delà l'hyperbole cocasse, il me semble que c'est un véritable système de rétribution mutuelle qui est mis en place ici. C'est cette bouche même que Radegonde remplit à satiété qui va proférer le poème. Le repas bien copieux se fait alors festin littéraire, festin de mots, gourmandise de mots. Vous voyez, c'est le professeur Jeanneret qui a intitulé un bel ouvrage sur Rabelais, des mets et des mots. Ben, c'est exactement ça, Fortunat, des mets et des mots. Hein.
il faut faire un sort, dans le texte que je viens de lire, il faut faire un sort à la pointe finale, et en particulier le jeu de mots sur les mots de la même famille, vincunt et victrix, au vers 15 et 16. Dans ce jeu de don et contre-don, c'est Radgonde qui a gagné. Fortuna est au bord de l'indigestion, il ne peut plus composer. Sa munificence, donc, l'emporte sur l'éloquence du poète. Elle est donc comparée au vers 16 à une victoire, mais une victoire avec un V majuscule, comme la victoire de Samothrace, c'est-à-dire une déesse ailée. Mais en même temps, dans le formulaire poétique de l'époque, l'expression qui conclut le poème « super astra voles », tu t'envoleras au-dessus des astres, cette expression, notamment quand on la rencontre à la fin d'une épitaphe, signifie « tu montes au ciel, tu as gagné le salut éternel ». Ainsi, le chant qu'a occasionné la générosité de Radgonde, ce chant vaudra à celle-ci l'éternité. Le banquet immortalisé par les vers du poète va valoir du même coup l'immortalité à la généreuse donatrice. Ce qui m'amène, toujours sur le thème de l'échange, à évoquer encore un autre aspect de l'amitié selon Venance Fortunat, et un aspect qui sera repris, nous le verrons, par quantité de poètes médiévaux ultérieurs. La pierre de touche de l'amitié, c'est un échange de poèmes, un échange de vers. Donc plus de la nourriture contre des vers, mais vers contre vers. Ce sont ces poèmes qui matérialisent la communion des esprits d'élite. J'en prends un nouvel exemple, c'est le poème 7-12 qui est vraiment le poème de l'amitié, la charte de l'amitié selon Fortunat, qui est adressé cette fois à un homme, à un aristocrate laïque, un certain Jovinus. Donc un aristocrate de très haut rang et très proche de Venance Fortunat. Alors le poète se plaint que son ami, occupé à cultiver ses domaines de Provence, n'ait pas répondu à ses vers, et il développe cela en une image assez précieuse. Si vous vous occupez de vos domaines, pourquoi vous dérobez... Donc il vient de solliciter une réponse. Combien de fois vous ai-je envoyé de pièces de vers sur un papier timide, et votre page reste muette et silencieuse. Donc votre inspiration est silencieuse. Si vous vous occupez de vos domaines, pourquoi vous dérober à mes prières? Écrivez-moi quand vous avez l'esprit libre, envoyez-moi des poèmes de haute tenue, et comme les chants de votre domaine, cultivez-moi de votre parole et de votre chant. Faites passer, je vous en prie, à travers ma poitrine le soc de votre parole, pour que je moissonne le sillon de votre langue, métaphore filée, et qu'ainsi la récolte ondule de lourds épis, et que mon champ fertile regorge de froment. Car si vous me parlez, mon bon ami plein de bonté, vos lèvres surpassent la douceur du miel en rayon, etc. Alors, vous voyez, donc, dans ces équivalences extrêmement sophistiquées entre la culture de la terre et la culture de l'intelligence, et la langue latine comme la française autorise l'équivoque, je crois qu'il y a un peu plus qu'un simple jeu d'esprit. Il y a l'idée déjà présente dans le banquet de Platon, que l'échange amical est fécond, qu'il doit porter des fruits, qu'il doit amener à cette belle récolte, qu'il n'est pas simple contemplation de soi-même dans le miroir de l'autre, mais qu'il est vraiment productif. Vous voyez ce que nous avons lu la semaine dernière, la belle description de l'amitié par Augustin au livre 4 des Confessions. Fécond, productif, fertile, un substitut en somme de l'union charnelle, où les beaux poèmes fruits de l'intelligence et du cœur, remplacent les enfants. Ce qui me conduit à mon troisième thème. Pour que l'union des cœurs soit féconde, il faut que, comme celle des corps, elle soit guidée par le désir. Ça, c'est la physiologie médiévale. Si on ne désire pas, si on n'aime pas de désir, on n'engendre pas. Je suis frappé, sur ce thème du désir, je suis frappé de voir à quel point les plus beaux poèmes d'amitié de Fortunat
sont travaillés par le désir, justement par les tourments de l'absence, par l'espérance aussi des retrouvailles. Ainsi, toujours dans le poème à Jovin, un petit peu plus haut que le passage que je vous ai lu tout à l'heure, on lit ces phrases. La citation est un peu longue, mais je crois qu'elle en vaut la peine également. On aperçoit par l'amitié celui dont on ne voit pas le visage lui-même, et sa voix vous revient de la région lointaine. Alors, bon, autour du thème de la région lointaine, il y aura toute une série de développements théologiques à faire sur lesquels je n'ai pas le temps de m'appesantir aujourd'hui, mais que fait-il? Où est-il? Il semble répondre à celui qui se tait. L'amitié enfermée dans le cœur dialogue avec elle-même. S'y souffle une brise légère, il pense que de là-bas viennent des saluts. Le murmure apporte à l'oreille ce que l'homme a dans le cœur. Ainsi donc, vénérable ami, moi, votre client, votre obligé, donc, je cherche celui dont l'absence est due à l'éloignement, non à mon cœur. Sans cesse, ma bouche rappelle votre souvenir, et tout en écrivant ces mots, je ne parle pas en étant privé de votre présence. Avec mon affection, mon dévouement, mes vœux, je serre vos épaules, et dans une étreinte, j'enlace votre poitrine et votre cou. Vous marchez à mes côtés, et vos mouvements se calquent sur les miens, amis. Et comme pour vous dire de douces paroles, j'effleure vos lèvres d'un baiser. Je vous ai devant les yeux, mais l'image aimée s'enfuit. Je ne puis retenir celui que je tiens. Ça, c'est citation du Cantique des Cantiques. Tour à tour, vous allez et retournez. À peine échappez-vous à mes yeux, voilà que votre ombre revient, et quand vous tournez le dos, votre visage se montre à moi sans reproche. Si vous revenez sur vos pas, c'est votre front qui se présente. Souvent, j'ai l'impression que vous m'accordez quelques paroles aimables en retour. Là-bas, peut-être, vous vous taisez. Ici, vous me répondez. Splendide, hein, j'imagine que vous le trouvez. Je pense qu'il serait déplacé de voir dans ces vers, pourtant brûlants de passion, quelque chose comme l'expression d'un sentiment homosexuel. Le sexe n'est pas en jeu, n'est pas de mise dans ce genre de relation, pas plus d'ailleurs que dans les relations avec Radgonde. On y reviendra là aussi prochainement. Non, tout ce que je vous ai lu, au fond, c'est une façon, je crois, de suggérer, non pas de suggérer, d'exprimer que le vrai amour se vit en rêve, donc dans le monde des idées. Un petit peu, si vous voulez, comme si ce genre de comparaison peut être évocatrice pour vous, un petit peu comme dans le merveilleux film de Henry Hathaway, Peter Ibbotson, un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, le film préféré d'André Breton, où on voit justement cet amour onirique. Alors, on peut sans doute expliquer objectivement l'affection inquiète de Venance Fortuna pour Jovin par les conditions matérielles de l'époque. Les communications sont difficiles, les distances longues et malaisées à franchir entre le Poitou et la Provence, l'Aquitaine et la Provence, la vie rude et bien souvent brève. Au fond, quand on quitte son ami, eh bien on ne sait jamais, on ne sait pas si on le reverra jamais. Jovin est bien loin. Mais à Radgonde qui vit, elle, comme lui, à Poitiers, il écrit de la même façon. C'est le troisième texte de la première page, donc celui qui se trouve en haut de la page. Je traduis le poème 11-2. Où ma lumière aux yeux errants, donc aux yeux qui me cherchent, c'est Radgonde bien sûr, se cache-t-elle en mon absence et souffre-t-elle de ne pas s'ouvrir sur ma vue? Je contemple tout alentour les terres, les fleuves et la terre, lorsque je ne te vois pas. Tout cela m'est bien peu de choses. Le ciel peut bien être serein avec la fuite des nuages. S'il te cache, le jour est pour moi sans soleil. Mais je supplie que la ronde des heures accélère sa course et que les jours acceptent de s'abréger en se hâtant. Prends pour moi et tes saintes sœurs la résolution que voici, réconforte de ton regard ceux que tu tiens en ton amour. Alors, on a pu voir dans de tels vers une sorte de préfiguration de l'amour courtois, de l'amour de loin que, comme vous le savez sans doute, chantera au début des années 1100 le troubadour Geoffrey Rudel, en particulier monsieur le professeur Reto Bezzola, donc dans son gros ouvrage que je vous avais indiqué en bibliographie, Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident, fait de Fortuna une sorte de précurseur des troubadours sur ces thèmes de l'amour de loin.
À ce titre, donc, si Bezzola a raison, les poèmes d'amitié du haut Moyen-Âge serviraient bien de relais en direction de la poésie d'amour plus tardive, et donc mes prétentions à associer les deux termes se trouveraient du même coup, de la sorte, justifiées. Mais il me semble qu'il y a encore quelque chose d'autre et d'un peu plus élevé, peut-être, dans l'amitié décrite par Fortuna. J'en viens au dernier point, au point 4, le thème de la lumière. Le thème est présent, aveuglant même si je puis dire, dans tous les poèmes de l'amitié. Et là encore, bon, vous avez vu déjà dans le poème à Radgonde, le poème 11.2 là, que je viens de lire, à quel point il était présent, hein, ce thème de la vue, de la lumière, avec l'image du soleil, du jour serein, et ainsi de suite. De façon encore beaucoup plus marquante et caractéristique, dans le texte dont je vous ai donné la traduction, enfin le texte et la traduction, donc le livre 7, c'est le poème, voyons, numéro 8, donc poème 7-8, qui est adressé lui aussi à un grand personnage, un duc nommé Loup. Et voyez par exemple les passages que j'ai indiqués entre crochets, votre âme toute d'or surpasse toutes les richesses du monde et dans votre cœur étincelant rappelle l'éclat des pierres précieuses, et puis quelques vers plus bas, comme Lucifer. Alors Lucifer, bien sûr, c'est pas le démon, hein. Lucifer, c'est l'étoile du matin, c'est l'étoile du jour. Comme Lucifer, après les ténèbres de la nuit, éclipse de ses rayons la lumière des étoiles, ainsi, à mes yeux, votre âme resplendit. Comme la lumière du soleil à son lever fait renaître l'univers, ainsi vos paroles illuminent mon cœur. Quand la Germanie étrangère retint mes regards, vous alliez devenir le père et le protecteur de la patrie. Quand j'eus le bonheur et le privilège de contempler votre visage souriant, la lumière du jour sur le monde redoubla d'éclat pour moi. Alors, voyez le vocabulaire. L'adjectif auréa au vers 40, doré, d'or, un peu plus loin l'image des pierres précieuses, la ligne suivante, gemmarum, le verbe micante, étincelant, un peu plus loin vers 45 et suivant, par antiphrase post tenebras noctis, donc le contraire des ténèbres, la lumière des étoiles, lumina stellarum, l'évocation de Lucifer, cet astre du matin, de ses rayons, radiis, le verbe nites, qui signifie donc l'éclat, une lumière très éclatante. Ensuite encore l'idée, vers suivant, de lux, de la lumière du soleil, lux solis. Le verbe inlustrare, donc qui est remplir de lustre, remplir de lumière. On pourrait encore, once, souvent aussi l'idée d'éclat au vers 51, ou encore fulcit de fulgeo, être fulgurant au vers 52, et l'image du jour au même vers. Donc vous voyez, faites les comptes en l'espace de 10 vers, ou à peu près, on a 13 mots, tous différents, qui évoquent l'éclat de la lumière. Alors, vous pourrez certes juger que Fortuna en fait là vraiment un petit peu beaucoup, qu'il exagère dans la flagornerie envers le grand personnage comparé avec tant d'insistance au soleil et aux étoiles. Le choix pourtant de ce registre métaphorique au détriment de toute espèce d'autre, l'insistance avec laquelle il est développé, je crois, peut nous laisser raisonnablement penser qu'il y a là un peu plus qu'un simple lieu commun. Donc, l'idée que la vue de l'ami réjouisse le cœur comme la vue du jour réjouit les yeux, elle est assez banale, mais martelée avec une telle insistance, je pense que quand même il faut interroger les topoi, hein, qui veulent dire quelque chose dans leur contexte. Je reviens à ce que je disais au tout début de cette heure. Dans la perspective foncièrement idéaliste où s'inscrit la littérature du Haut Moyen-Âge, les mots ne sont pas simples artifices rhétoriques,
ils ont valeur de symbole. Ils ont une dimension que je dirais archétypale, c'est vers les idées platoniciennes qu'ils renvoient. Or, le symbolisme de la lumière, dans cette période réputée obscure, on retrouvera la même chose bientôt à l'époque carolingienne, le symbolisme de la lumière est très fort. La lumière éblouissante, c'est, dans la pensée théologique de l'époque, c'est l'image du Dieu transcendant et inconnaissable. On trouve cela de façon très nette chez le pape Grégoire le Grand, qui sera un des grands précepteurs du Moyen-Âge. Grégoire le Grand, qui est un contemporain à peu près exact de Fortunat, il a régné de 590 à 604. On trouve cela plus encore dans l'œuvre d'un théologien qui a été actif, lui, dans les dernières années du 5e siècle, un théologien que l'on connaît sous le nom du pseudo-Denis l'Aréopagite. Si vous étiez, je pense pour la plupart, à mon séminaire de tout à l'heure, je vous en ai dit un mot, donc le pseudo-Denis, qui est vraiment le théologien de la connaissance de Dieu comme lumière céleste, comme lumière éblouissante. Je ne reviens pas sur les origines de cette figure un peu composite qui est le pseudo-Aréopagite, peu nous importe. Pour Denis, donc pour lui, Dieu est hyperphotos, donc hyper, préfixe augmentatif bien sûr, et photos que vous retrouvez dans la racine de photographie, la lumière. Donc, hyperphotos, c'est-à-dire le surlumineux, si vous voulez. Tellement lumineux même qu'il aveugle au point qu'il paraît obscur et qu'on ne peut le définir, qu'on ne peut qu'essayer de le circonscrire, on ne peut pas le contempler en face. Alors, je ne sais pas si Venance Fortuna a connu l'œuvre du pseudo-Denis qui ne sera traduite en latin qu'au début du IXe siècle. Peut-être quand même du fait de son éducation à Ravenne, c'est-à-dire à la frontière entre le monde latin et le monde grec. Bon, il devait quand même avoir quelques capacités de bilinguisme. Bon, il est vrai que la langue de Denis est très très difficile, mais enfin, peut-être en tout cas par des intermédiaires comme Grégoire le Grand, il a pu avoir des idées de la pensée de Denis. De toute façon, à Ravenne, il a pu contempler les splendides mosaïques que vous connaissez sans doute de San Vitale ou de Santa Pollinare in Classis, donc de ces belles basiliques de Ravenne, ces splendides mosaïques où on voit les figures des saints se détacher sur un fond d'or qui symbolise, qui matérialise évidemment, c'est pas là pour la décoration, c'est symbolise, pas seulement pour la décoration, ça symbolise bien sûr Dieu, la lumière divine, Dieu qu'on ne peut pas représenter autrement que par cette lumière des mosaïques dorées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une vulgate dionysienne est alors diffusée, notamment à travers Grégoire le Grand. Et dans ce contexte culturel, il me paraît en tout état de cause certain que les images de la lumière que nous venons de voir dans le poème 7-8 au Duc Loup, que ces images ne sont pas neutres, qu'elles ne sont pas innocentes, qu'elles ne sont pas passe-partout, de pur topoi, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles sont connotées, qu'elles ont une signification plus profonde. Comparer l'amitié à l'éclat d'une gemme, à la splendeur du soleil, à la clarté des étoiles, c'est assurément en faire, comment dire, une parcelle de la divinité. Le reflet dans ce monde de ce qui préfigure encore obscurément, n'est-ce pas, des yeux de chair ne peuvent pas parvenir à la contemplation de l'hyperphotos. C'est ce qu'a dit saint Paul aussi dans une phrase qui sera incessamment ressassée, répétée dans la théorie de la connaissance de Dieu au Moyen-Âge. J'y reviendrai bien sûr. C'est le fameux verset de la première épître aux Corinthiens 13-12, Videmus nunc perspiculum in enigmate. Donc nous, en ce moment, sur cette terre, nous voyons comme à travers un miroir et dans un certain flou, dans une certaine obscurité, nous ne verrons en face, facie ad faciem, qu'après notre mort. Donc
Dans l'amitié, l'amitié en tout cas telle, je crois le comprendre que l'a décrit Venance Fortuna, l'amitié reflète dans ce monde quelque chose qui préfigure, en somme, la vie éternelle.